L'abeille et la fleur de lys. Les Mérovingiens considéraient l'abeille mellifère comme sacrée. 300 abeilles dorées ont été cousues sur le manteau funéraire de Childéric, qui a ensuite été utilisé par Napoléon pour se couronner lui-même. Clotilde, épouse de Clovis, originaire de Bourgogne, et Bornholm, encouragèrent l'utilisation de cet emblème. Les Bourguignons descendirent de Burgunderland après l'encens après Jésus-Christ. Bornholm est l'endroit où se trouvent les églises rondes templières. Les parchemins de Dagobert de Sion, trouvés dans l'église Sainte-Marie-Madeleine à Rennes-le-Château, sont postérieurs. Les princes aux cheveux longs du Languedoc. Dans le sud de la France, dont la lignée remontait supposément à Marie, ont régné du VE au 8e siècle sur certaines parties de la France et de l'Allemagne, vainquant le Romain Syagrius et unifiant certaines parties de ce qui allait devenir la France. La région était également le siège des cathares, hérétiques de l'église détruite au début des années 1200 lors de la croisade albigeoise. L'abeille mellifère aurait été stylisée dans la fleur de lys par la cour française dans les années 1100. Le rayon de miel hexagonal, géométriquement parfait, magique dans son utilisation pour la construction et l'industrie, représentait peut-être Marie. La fleur apparaît dans de nombreux blasons, en Espagne, au Luxembourg, dans la Bosnie médiévale et dans la ville de Florence, berceau des Lumières. Marie était souvent vénérée par les premiers chrétiens européens, certains se détournant de la déesse nordique Freya, comme Rollo Ganga le Marcheur, fondateur de la Normandie. L'enclave viking, qui s'est liée aux familles royales d'Europe par des mariages et qui a obtenu la Nuestria avec le traité de Saint-Clair en 911, promettant de mettre fin aux raids, et son descendant Guillaume le Conquérant est devenu roi d'Angleterre. Nous, les francs-maçons, aimons aussi beaucoup les abeilles mellifères. À titre d'information, il se pourrait qu'un agent microbiologique récemment découvert infecte les abeilles et les désoriente, les empêchant peut-être de retourner à la ruche. Ce qui entraînerait l'effondrement de la colonie. J'espère que nous, francs-maçons, ne souffrons pas de telles confusions. La fleur de lys représente également l'arbre de vie qui descend jusqu'aux enfers. Remarquez dans le poème de Coleridge que le démon volcanique Typhée éjacule dans tout le ciel. La fleur de lys est fréquemment présente dans les artefacts de l'Égypte antique. Dans cet extrait tiré de Ancien Égyptien and the Constellation, on peut voir un lien entre Osiris, qui est identifié à l'arbre de vie kabbalistique, et la lignée Plantare. Dans les textes égyptiens anciens, l'arbre de vie poussait sur le mont sacré, ses branches s'étendant et soutenant le ciel parsemé d'étoiles et de planètes, tandis que ses racines s'enfonçaient dans les abysses aquatiques du monde souterrain. Le tronc de l'arbre de vie représentait le pilier du monde ou axis mund autour duquel les cieux semblaient tourner. Le pilier du monde était le centre de l'univers. Le symbole égyptien antique désignant la plante et signifiant arbre de vie était constitué de 3 lotus sacrés. Ceux-ci ont 3 tiges courbées vers la gauche, comme si elles avaient été insufflées par le souffle de ou le sphinx céleste. Au sommet de chaque tige se trouve une fleur de lotus, qui était utilisée dans l'Égypte antique pour représenter la vie et la résurrection. C'est de ce hiéroglyphe que provient la fleur de lys, que l'on retrouve fréquemment dans l'art égyptien antique. La fleur de lys représente l'arbre de vie. Le glyphe qui désigne la connaissance sacrée associée à ou est également formé par les 3 tiges des 3 lotus sacrés. Osiris, dans sa forme primitive d'Axis Mund, un tronc de Tamari, était appelé Djed. Ses bandages funéraires symbolisaient le fait qu'il avait été enfermé dans un tronc d'arbre. Sa momie était donc un Axis Mund. Lorsqu'Osiris fut enfermé dans le tronc d'un Tamari, qui fut ensuite abattu et utilisé comme pilier dans le palais du roi de Byblos, il devint métaphoriquement un avec l'arbre de vie. Osiris, dans sa forme primitive d'Axis Mund, un tronc de Tamari, était appelé Djed. Ses bandages funéraires symbolisaient le fait qu'il avait été enfermé dans un tronc d'arbre. Sa momie était donc un Axis Mund. Lorsqu'Osiris fut enfermé dans le tronc d'un Tamari, qui fut ensuite abattu et utilisé comme pilier dans le palais du roi de Byblos, il devint métaphoriquement un avec l'arbre de vie. Osiris devint l'Axis Mund autour duquel les cieux semblent tourner. Il devint le pilier du monde, le lien entre les mondes terrestres et célestes. Il tenait les cieux dans ses bras tendus et s'imprégnait de la parole de Dieu provenant des eaux du monde souterrain. Dans l'Égypte antique, le monde souterrain était appelé Netherworld, ce qui signifie monde des dieux. Les dieux avaient leur demeure parmi les étoiles. 903, 6. La fleur de lys s'inspire du lotus égyptien, associé au lys psychotrope du Nil.
C'est au Nil que cette même confrérie a vu le jour. Il est donc tout à fait logique qu'elle ait choisi comme symbole un ancien symbole égyptien représentant une plante et signifiant arbre de vie, composé de 3 lys sacrés. C'est la fleur de lys qui a désormais remplacé le lys comme symbole de la royauté de cette même confrérie. Vous trouverez ce symbole tout au long de l'histoire comme ornement sur les couronnes, les sceptres, les trônes, les sceaux, les pièces de monnaie, etc. Non seulement des rois de France, mais aussi des rois grecs, romains, allemands, anglais, espagnols, égyptiens, syriens et babyloniens. L'explication la plus probable de l'origine de la fleur de lys comme emblème des rois de France est celle avancée par M. Ray, qui a reçu l'approbation de M. Planche que la fleur de lys, ou fleur de lys, n'était qu'un rébus signifiant fleur de Louis. Jusqu'à l'époque de Louis VII, les rois de ce nom, identiques à Clovis, se faisaient appeler et signaient loi ou loi. Même après que le nom eut pris sa forme actuelle, loi resta la signature des rois de France jusqu'à l'époque de Louis XIII-1610 à 1643. Loi, ou Louis VII, reçut de son père le surnom de Floru. Les Rose-Croix, leur rite et leur mystère. Nous proposons maintenant de déduire une généalogie très originale et très élaborée, ou descendance, des célèbres armoiries de France. Les fleurs de lys, Lucifera, lys. Luce, Lucière, abeille, scarabée, scarabise, ou abeilles impériales de Charlemagne, de Napoléon Ier et de Napoléon III, à partir d'un point de vue très extraordinaire, et nous se l'ajouterons en toute assurance des plus inattendus. Le véritable commencement de ces armes, ou de cet insigne d'une sublimité inexprimable. Bien qu'en soi et indépendamment de son objectif, il soit le plus raffiné, mais mystérieusement grandiose au monde, aussi contradictoire que cela puisse paraître, est également le plus ignoble. Il a été le sujet de discussions des antiquaires et des héros pendant des siècles. Nous préférons nous abstenir de mentionner cet objet particulier qui a ainsi été élevé au plus haut honneur à travers le monde. Il suffira de dire que, mystiquement, dans son allusion théologique gnostique, c'est le plus grand dispositif et l'allusion la plus stupéfiante que l'armurerie ait jamais vue. Et ceux qui sont qualifiés pour comprendre notre sens caché le liront peut-être correctement et percevront notre but lorsqu'ils auront terminé cette étrange section de notre histoire du rosicrucianisme. Car c'est à elle qu'il se réfère particulièrement. On dit que les lys ne sont apparus dans les armoiries françaises qu'à l'époque de Philippe Auguste. Voir Monument de la monarchie française de Montfaucon, Paris, 1729. Voir également Jean-Jacques Chifflet, Anastasie de Childéric, 1655. Voir également Noten Curry, 1856, Londres, 2e série, pour quelques articles savants sur la fleur de lys. Dans les premiers blasons des rois francs, les lys sont représentés comme des insectes, semés ou tachetés, sur un fond bleu. À l'origine, il s'agit des scarabées orientaux, que les Égyptiens considéraient comme les emblèmes des éclairés. Si le lecteur examine attentivement la sculpture du British Museum représentant le sacrifice mitraïque du taureau, avec ses accompagnements mystiques numéro 14, Grand Central Saloon, il remarquera que le scarabée, ou crabe, joue un rôle particulier dans les détails du grand rite si étrangement symbolisé, et aussi si lointain. La devise placée sous les lys, qui sont les armoiries de la France, est la suivante, Lilia non laborant, nec non. C'est également, comme tout le monde le sait, la légende, ou devise, qui accompagne l'ordre royal de chevalerie dénommé Saint-Esprit en France. La fleur de lys, c'est le lotus rose d'eau, la fleur sacrée du luxe, ou du sul, ou du soleil. Elle oriflamme la flamme de feu, où le feu d'or était le premier étendard de la France. Il fut ensuite appelé oriflamme. C'était le drapeau sacré de la France, et sa couleur était le rouge héraldique, ou rouge rosicrucien, signifiant l'or. Les 3 lotus, ou lys, étaient les armoiries, emblèmes de la Trimurti, les 3 personnes du triple pouvoir générateur, ou du soleil, ou luxe. SLE, Shiloh, est probablement, s'il égale 360, ou égale 6 cents, égale 50 égale 10, égale 6 égale 666. Il s'agit de Silo, ou Sélo. Je ne doute pas qu'il s'agissait de l'invocation dans les psaumes appelés Séla. Voici une traduction libre de Michel Pastoureau, traité d'héraldique, Paris, 1979.
L'utilisation à des fins ornementales ou symboliques de la fleur stylisée généralement appelée fleur de lys est commune à toutes les époques et à toutes les civilisations. Il s'agit d'un thème essentiellement graphique que l'on retrouve sur les cylindres mésopotamiens. Les bas-reliefs égyptiens, les poteries mycéniennes, les textiles sassanides, les pièces de monnaie gauloise, les pièces de monnaie mamelouk, les vêtements indonésiens, les emblèmes japonais et les totems dogon. Les nombreux auteurs qui ont traité ce sujet s'accordent à dire qu'elle n'a graphiquement que peu de rapport avec le lys, mais divergent quant à savoir si elle dérive de l'iris, du genêt, du lotus ou de l'ajon, ou si elle représente un trident, une pointe de flèche, une double hache, voire une colombe ou un pigeon. À notre avis, il s'agit là d'un problème sans grande importance. L'essentiel est qu'il s'agit d'une figure très stylisée, probablement une fleur, qui a été utilisée comme ornement ou emblème par presque toutes les civilisations de l'Ancien et du Nouveau Monde. Les plus anciens exemples connus de fleurs de lys similaires à celles utilisées dans le monde occidental médiéval et à l'époque moderne se trouvent sur des bas-reliefs assyriens datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ. On la trouve sur des diadèmes, des colliers, des sceptres, et elle semble déjà jouer le rôle d'attribut royal. Celles trouvées un peu plus tard en Crète, en Inde et en Égypte ont probablement une signification similaire. En numismatique, on trouve la fleur de lys sur quelques pièces grecques et sur plusieurs pièces romaines de la République, marque des magistrats monétaires ou de l'Empire attribut de l'Espérance, et surtout sur les pièces gauloises. Le livre montre 3 pièces. Une pièce gauloise 1er siècle après Jésus-Christ. Une pièce mamelouk 1390 et une pièce de Louis VI de France 1110 à 1130, tout arborant une fleur de lys indubitable du moins la moitié supérieure d'une fleur de lys et une sorte de triangle dans la moitié inférieure. Alors que sur les pièces grecques et romaines, il s'agit d'un fleuron de forme variable. Dans le cas celtique, il s'agit d'une véritable fleur de lys héraldique, telle qu'elle réapparaît au XIIIe siècle. Tout en conservant sa valeur d'attribut royal, la fleur de lys acquiert au Moyen âge une forte signification christique, issue notamment du célèbre verset du Cantique des Cantiques 2, 1. Ego flo campi et lilium convalium, maintes fois répété et commenté, de saint Jérôme à saint Bernard. Il n'est donc pas rare, jusqu'à la fin du XIIe siècle, de voir le Christ représenté au milieu de lys ou de fleurons plus ou moins stylisés, dont le dessin pouvait également rappeler la trinité du chrismo monogramme du Christ. Puis, peu à peu, à ce contenu christique s'ajoute une symbolique mariale, liée au développement du culte de Marie, et à laquelle se rapporte le verset suivant du Cantique des Cantiques 2, 2. Sicul ilium inter spina, sic amica mea inter filia, ainsi que de nombreux passages des Écritures et des Pères de l'Église, où le lys est présenté comme symbole de pureté, de virginité et de chasteté. En iconographie, le lys devient l'attribut favori de la Vierge Marie et le restera jusqu'au XVIe siècle. L'origine de la fleur de lys adoptée comme emblème héraldique par les rois de France est un sujet qui a suscité de nombreuses discussions. À partir du milieu du XIVe siècle, plusieurs ouvrages destinés pour la plupart à légitimer les prétentions des Valois au trône. Contre Édouard III d'Angleterre explique que le roi de France porte 3 fleurs de lys sur ses armoiries en signe de la Sainte Trinité, envoyées par Dieu par l'intermédiaire de son ange à Clovis, premier roi chrétien, lui demandant d'effacer les 3 croissants qu'il portait sur ses armoiries et de les remplacer par des fleurs de lys. Cette légende réapparaît à la fin du XVe siècle, mais cette fois-ci, les armoiries que Clovis aurait portées avant son baptême ne sont pas d'azur à 3 croissants d'or, mais d'azur à 3 crapauds d'or. Il est significatif qu'à la fin du Moyen Âge, le paganisme de Clovis ne soit pas représenté par un symbole musulman le croissant, mais par un symbole démoniaque le crapaud. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'au XVIIe siècle que cette origine légendaire de la fleur de lys commence à faire l'objet de critiques de la part des érudits. Le célèbre Sevole de Sainte-Marthe semble être le premier à affirmer que la fleur de lys n'est apparue sur le bouclier que sous Philippe Auguste 1180 à 1223 ou Louis VIII 1223 à 1226. Cependant, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les écrivains ont continué à émettre les opinions les plus fantaisistes sur le sujet. Aujourd'hui, l'opinion de Sainte-Marthe ne peut plus être contestée. On sait qu'il n'existe pas d'armoirie avant 1130 à 1140 et que le roi de France n'a pas été le premier à adopter un blason. Les travaux menés par H. Pinotto au cours des 30 dernières années ont définitivement éclairci le sujet. Bien que nous ne disposions d'aucun témoignage iconographique du blason d'azur semé de fleurs de lys ou d'un roi de France avant Louis VIII sur un vitrail de Chartres datant de 1230. Louis VIII portait déjà ses armoiries avant de devenir roi. Sur un sceau de 1211, plusieurs chroniqueurs contemporains de Philippe Auguste rapportent qu'il utilisait une bannière avec ses armoiries, et son sceau montre que dès 1180,
il utilisait une fleur de lys comme emblème. Exemple d'un fonctionnaire du domaine royal arborant ses armoiries sur son sceau de 1207 et d'un cousin du roi augmentant courtenay d'un bouclier de la France ancienne sur un sceau de 1210. Il se peut même qu'elles aient été adoptées par Louis 7154 à 1180. Les sceaux de Philippe Auguste comportent clairement une seule fleur de lys au verso à partir de 1180. Avant cela, à partir de 1050 au moins, les sceaux des rois de France les représentent assis, tenant un sceptre dans leur main gauche et ce qui ressemble à une fleur de lys dans leur main droite. La tête du sceptre est en forme de losange, mais souvent les fleurons de la couronne au nombre de 3 ressemblent à des fleurs de lys. Il reste à savoir pourquoi le roi de France a adopté la fleur de lys comme emblème alors que tous les autres souverains d'Europe ont choisi des animaux. La raison semble double. D'une part, cette fleur a toujours conservé son rôle d'attribut de souveraineté. C'est à ce titre qu'elle apparaît sur plusieurs attributs royaux carolingiens et ottoniens. Sur le sceptre des rois capétiens depuis Robert 996 à 1031, sur le revers des pièces de monnaie de Louis VI début du XIIe siècle et même sur les pièces de monnaie de Lothaire 954 à 986. D'autre part, la fleur a acquis une forte signification religieuse, soit christique, soit mariale. C'est probablement sous l'influence de saint Bernard et de Sugé que Louis VII, qui fut avec saint Louis le roi le plus pieux de France, a adopté cet emblème qui symbolisait à la fois la dignité royale et la piété chrétienne de sa personne et de sa lignée. Fleur de lys, également connue sous le nom de lys mérovingien. Cette fleur à 3 branches était un symbole très sacré de la déesse Junon. La jeune fille Olys, mère du dieu de la guerre Mars, utilisée par les premiers Gaulois et la puissante dynastie des Francaliens qui régna sur la France de 481 à 751 environ et continua à représenter la France sous les Normands. Utilisée dans de nombreux autres blasons européens au Moyen Âge, la fleur de lys avait également des connotations martiales et religieuses. L'Église catholique romaine décréta qu'elle devait être l'emblème de la Vierge Marie et donc symboliser la lignée sacrée, ou Saint Graal, tandis que les 3 pétales de sa fleur sont censés représenter non seulement la Sainte Trinité, mais aussi les valeurs chrétiennes de foi, de sagesse et de chasteté. Cependant, la signification de la fleur de lys présente une dualité et une affinité frappante avec Mars, ainsi qu'avec les valeurs de la guerre. Jeanne d'Arc portait la fleur de lys sur son drapeau lorsqu'elle menait ses troupes françaises à la victoire au combat. Tandis que les militaires interprètent souvent sa forme comme celle d'une pointe de lance ornée et dressée, symbolisant le pouvoir, la force redoutable et la puissance brute. Genèse de l'adoration des abeilles en France. Notre histoire abrégée de l'adoration des abeilles nous amène lentement dans le domaine de Rennes-le-Château avec Napoléon Bonaparte. Le chef militaire et politique de la France qui, au début du XIXe siècle, a ravivé la fascination de son pays pour les abeilles. L'abeille était une icône extrêmement importante du règne de Napoléon, et son obsession pour son symbolisme lui a valu son surnom, l'abeille. Napoléon aurait grandi avec le symbolisme de l'abeille ancré dans son esprit, car sa patrie, la Corse, était tenue de payer aux Romains une taxe annuelle équivalente à 200 000 livres sterling en cire d'abeille. Le jeune empereur veilla à ce que l'abeille soit largement adoptée à sa cour, ainsi que sur les vêtements, les rideaux, les tapis et les meubles dans toute la France. En choisissant l'abeille comme emblème de son règne, Napoléon rendait hommage à Childéric 436 à 481, l'un des rois mérovingiens, aux cheveux longs, de la région connue sous le nom de Gaule. Lorsque la tombe de Childéric fut découverte en 1653, on y trouva 300 bijoux en or, stylisés à l'image d'une abeille. Et bien sûr, ce sont ces mêmes abeilles que Napoléon avait fait apposer sur sa robe de couronnement. Malheureusement, seules 2 des 300 abeilles ont survécu. Le trésor de Childéric fut confié à Léopold Guillaume de Habsbourg, gouverneur militaire des Pays-Bas autrichiens, que l'on croyait être un descendant de la dynastie mérovingienne. 6 ans après son couronnement, Napoléon épousa Marie-Louise, la fille de François II. Le dernier Habsbourg a occupé le trou de 60 villes ont choisi un blason officiellement approuvé qui incluait des abeilles dans son motif. Il est remarquable de noter que l'abeille était le précurseur de la fleur de lys, l'emblème national de la France. Cette théorie est soutenue par de nombreuses personnes, dont le médecin, antiquaire et archéologue français Jean-Jacques Chifflet. En fait, Louis XII, le 35e roi de France, était connu comme le père du pape et arborait une ruche dans ses armoiries. Malheureusement, ces efforts pour faire adopter l'abeille comme emblème officiel de la République ont été rejetés par la Convention nationale, qui estimait que les abeilles ont des reines. Néanmoins, l'abeille est restée un élément important de la culture française tout au long du Premier et du Second Empire 1804 à 1814 et 1852 à 1870 en raison du soutien enthousiaste dont elle avait bénéficié auparavant.
Robert Lolor a étudié le dessin de l'abeille et de la fleur de lys dans son livre Sacred Geometry, Géométrie sacrée, et a conclu que la proportion 1 du dessin se retrouve également dans la mosquée islamique. Il est intéressant de noter que la dimension mystique de l'islam, connue sous le nom de soufisme, a maintenant une confrérie secrète appelée Sarmoum, ou Sarma qui signifie abeille. Les membres de cette organisation considéraient que leur rôle était de collecter le précieux miel entre guillemets de la sagesse et de le préserver pour les générations futures. Cette fascination pour les abeilles et la préservation de la sagesse pour les générations futures est précisément ce que nous relie à la reine du château. Ce hameau modeste mais sombre situé au sommet d'une colline à l'ombre des Pyrénées françaises. Au début du XXe siècle, un groupe de prêtres, dont le plus célèbre était bien entendu Béranger Saunière, a émerveillé des soupçons par son comportement étrange et sa richesse apparente, ce qui a conduit beaucoup de gens à spéculer qu'il avait découvert un grand secret hérétique, impliquant peut-être Marie-Madeleine, Jésus-Christ, le trésor de Salomon, les richesses des Wisigoths ou des objets de valeur cachés pendant la Révolution française. En réalité, ce qu'ils ont trouvé, si tant est qu'ils aient trouvé quelque chose, reste un mystère. Bien que la légende de Rennes-le-Château ait trouvé un écho auprès du public moderne. Ses racines remontent au roi mérovingien tant vénéré par Napoléon, et ses origines, profondément ancrées dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, sont les suivantes. Childéric Ier engendra Clovis Ier, qui succéda à son père en 481 en tant que roi de la région qui borde aujourd'hui la Belgique et la France, et devint ainsi le premier souverain à unir les tribus franques, auparavant hostiles et indépendantes. Une lignée de descendants mène à Dagobert Ier, roi des Francs de 629 à 634, qui engendra Sigelbert III, qui engendra Dagobert II, qui épousa Gisèle de Raz, fille du comte de Raz et nièce du roi des Visigoths. On dit que les deux se sont mariés à Reda, une forteresse que l'on pense généralement être Rennes-le-Château, bien que cette association reste non confirmée. Des années plus tard, en 754 après Jésus-Christ, Childéric III mourut sans enfant, marquant la fin d'une dynastie en déclin depuis l'assassinat de Dagobert II près de Stenay-sur-Meuse le 23 décembre 679 après Jésus-Christ. Beaucoup pensent que la dalle des chevaliers, ou pierre des chevaliers comme on l'appelle aujourd'hui, rappelle une partie de cette histoire. La pierre représente deux scènes, chacune conforme au style carolingien du 8e siècle. L'interprétation populaire est que la scène principale représente le bébé Sigebert porté par un cavalier vers sa mère à Rennes-le-Château, tandis que certains pensent que le chevalier porte le Saint Graal. Il est curieux de noter que Wolfram von Eschenbach, qui écrivait des ouvrages historiques et jamais de fiction, a compilé le premier roman complet sur le Graal, Parzival, et que dans son récit, il nous dit que le Graal est une pierre venue du ciel. Ceci est intéressant, étant donné que le mot météorite a la même valeur numérique 443 dans la Kabbale que Bethel, qui se traduit par abeille en égyptien. Et beaucoup croient que le Graal est une pierre oraculaire tombée du ciel dans l'Antiquité, très probablement en Égypte. La croyance selon laquelle les Mérovingiens étaient spéciaux et représentaient une lignée royale a conduit Napoléon à commander une analyse approfondie de leur généalogie. La fascination pour cette mystérieuse lignée de rois s'est poursuivie au XXe siècle. Lorsqu'un Français du nom de Louis Vazard a fondé à Stenay-sur-Meuse une organisation appelée Cercle Saint-Dagobert II, spécialisée dans l'étude des Mérovingiens, et en particulier de Dagobert II. Pour son logo, Vazard a choisi l'image d'une abeille à l'intérieur d'un cône à 6 côtés, l'hexagone, la forme d'une alvéole de ruche, entourée d'un cercle. Le choix de l'abeille par Vazard est cohérent avec ses recherches, car la France elle-même est connue sous le nom de l'hexagone, en raison de sa forme naturelle à 6 côtés. Par coïncidence, la ligne centrale de l'hexagone reflète étroitement l'ancien méridien de Paris, passant près de Paris au nord et de Rennes-le-Château au sud. Le méridien de Paris, un arc imaginaire qui mesure les heures de la journée, a ensuite été remplacé par le méridien de Greenwich à Londres comme norme internationale pour la mesure du temps. Cependant, ces dernières années, le méridien de Paris a été romancé et quelque peu fusionné avec la notion de Roseline. Une sorte de ligne mythique reliant des sites ésotériques importants, de la chapelle de Rosslin en Écosse à Saint-Sulpice à Paris, puis à Rennes-le-Château dans le sud de la France.
Malgré son authenticité discutable, il convient de mentionner que les deux sites qui encadrent la Roseline, la chapelle de Rosselin et Rennes-le-Château, présentent chacun un symbolisme apicole, et ce de manière particulière.